Donc, nous sommes partis pour ce webinaire numéro 3 de chez Tenevia, qui a donc pour thématique nos recommandations pour l'instrumentation d'un site. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner les armes pour se poser les bonnes questions, pour voir si c'est pertinent de mettre en place un capteur vidéo lorsqu'on commence à se projeter sur l'instrumentation d'un site. On va commencer par rappeler les grands principes de fonctionnement de ces systèmes-là. On va ensuite analyser premièrement pour la mesure de hauteur comment est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions pour instrumenter et quels sont les prérequis pour un site. On va ensuite passer sur les parties vitesse de surface et suivi des débits. Et enfin, on terminera par vous présenter un petit peu nos pratiques pour étudier un site. Donc je suis ici Léo Estrade qui m'occupe du coup de la partie commerciale et marketing au sein de Tenevia avec Thierry Barthes. Bonjour Thierry. Bonjour, et moi je m'occupe plutôt à Tenevia de la mise en œuvre en fait de toutes les solutions qu'on peut proposer au niveau de l'hydrométrie. Voilà, donc cette présentation durera 30 minutes. Merci d'être présent. On a eu beaucoup d'inscrits, c'est un plaisir d'être là. On enchaînera ensuite par 15 minutes de questions. Donc on essaiera de répondre au mieux. Généralement, on répond aux premières questions qui viennent et si on a des plus spécifiques, on vous invite à nous recontacter. On verra ça plus tard. Vous avez un chat sur la droite sur lequel vous pouvez interagir à tout moment. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour. Et donc nous sommes partis. Donc comme à chaque webinaire, on va faire un petit rappel de mesurer et surveiller pourquoi et quels sont les domaines d'application qu'on va avoir au sein de Tenevia. Donc globalement, la vision qu'on a, c'est qu'on va surveiller et mesurer les cours d'eau. Dans un premier temps, nous, on a beaucoup d'applications sur la partie risque naturel et donc notamment les inondations pour déployer des systèmes d'alerte ou encore dimensionner des ouvrages de protection comme des digues. On va intervenir aussi auprès d'acteurs qui sont plutôt spécialisés sur la partie gestion intégrée de la ressource en eau, pour la protection des milieux aquatiques, pour la gestion des débits réservés, etc. Et enfin, on va aussi beaucoup intervenir sur les industries qu'on qualifie d'hydrodépendantes, donc toutes les industries qui vont avoir besoin des cours d'eau de France notamment et à l'international pour créer de la valeur, donc l'assainissement, l'hydroélectricité, etc. On va faire un rappel rapide sur les principes de mesure de hauteur. Donc pour ceux qui connaissent pas encore les systèmes Tenevia, l'idée c'est qu'on va utiliser des caméras de vidéosurveillance et qu'on va transformer en capteurs qui permettront la mesure de hauteur dans un premier temps et la mesure de vitesse de surface et débit. Donc l'idée de la mesure de hauteur, c'est qu'on va se baser sur des technologies algorithmiques d'analyse d'image. Et donc à partir d'une image, on va aller détecter la ligne d'eau sur un support fixe, en l'occurrence une échelle limnimétrique. Et donc à partir de cette ligne d'eau, le capteur va produire une information de hauteur, de détection de dépassement de seuil pour l'envoi des alertes et va produire ces images augmentées, comme vous voyez à l'écran, qui vont permettre de lever le doute et de complémenter la lecture du site lorsqu'on en a besoin. Pour la mesure de vitesse de surface, on va plus partir d'une seule image, mais d'une rafale d'images. Donc généralement, en fonction des rapidités du cours d'eau, on va aller sur des 4, 5, 6 images d'affilée. Et donc, à partir de cette rafale d'images, on va aller détecter tout ce qu'on peut détecter à la surface du cours d'eau. Donc ça peut être globalement tout ce qu'on va pouvoir détecter nous-mêmes à notre œil, donc des vagues, des bulles, des bouts de bois, un peu tout le grain qu'on va pouvoir trouver sur l'image. Et à partir de ça, on va créer ces milliers de vecteurs de vitesse de surface sur l'ensemble de la section. Donc c'est ce que vous pouvez retrouver en couleur. Plus c'est rouge, plus c'est là où sont concentrées les vitesses. Et donc à partir de ces vitesses de surface, en ajoutant des données de topographie et des données de bathymétrie, on va pouvoir transformer ces vitesses de surface en estimation de débit. On n'ira aujourd'hui pas plus loin dans la technique. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur le travail qu'on va faire en amont, sur étudier un site.
définir si le capteur va être pertinent, les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Si vous voulez en apprendre plus sur les principes de fonctionnement de ces capteurs, les relations qu'on va avoir par rapport aux autres capteurs également, on vous invite à aller voir notre premier webinaire, pareil sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Initiation à la mesure et surveillance des cours d'eau, où là c'est vraiment l'objectif de présenter ces principes de fonctionnement. Donc maintenant que l'introduction est terminée, on va passer à la phase, donc ce qu'on analyse pour la mesure de hauteur et les différentes perturbations et choses auxquelles il va falloir qu'on faire attention. Donc pour la mesure de hauteur, globalement pour vous situer par rapport à, donc il existe d'autres technologies pour effectuer de la mesure de hauteur bien sûr. Les avantages principaux de la mesure de hauteur par caméra, ça va être qu'on va pouvoir avoir un contrôle visuel à distance. Donc c'est un contrôle visuel qui est assez confortable, notamment quand on doit gérer des ouvrages qui vont être loin des bureaux, effectuer une intervention. Ça va être confortable lorsqu'on est en mode gestion de crise. Et donc nous, on va le complémenter par la mire virtuelle qui est prise sur l'image et également un zoom sur la mire. Et donc on va mettre différentes informations dessus qui vont permettre de faciliter la prise de décision. Le deuxième point, ça va être la flexibilité d'installation, puisque du coup on est sur un capteur qui est non intrusif. On peut se positionner sur des berges via un mât, on peut se positionner sur des structures existantes comme des maisons à côté, des cabanes, ce genre de structures. Et donc on va être assez flexible au niveau de l'installation, puisqu'on devra installer une simple caméra. Enfin, la configuration va être aussi simple et intuitive sur ce genre de système. Les prérequis pour effectuer de la mesure de hauteur par caméra vont être principalement axés autour de l'échelle limnimétrique. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise une échelle limnimétrique pour effectuer de la détection et pas un mur par exemple? On l'utilise pour la simple et bonne raison que pour créer de la robustesse au niveau de la mesure, on va avoir besoin d'un support qui est propre en toute situation. Donc on arrive assez facilement à imaginer, par exemple, en haut à droite, on voit qu'il y a des traces d'eau, des traces de boue qui ont été laissées soit par la stagnation à l'étiage, soit par des crues. Et donc le capteur va pouvoir détecter ces traces d'eau si on fait de la détection uniquement sur un mur. Tandis que l'échelle limnimétrique va permettre d'avoir une détection propre constamment. C'est pour ça qu'il vaut mieux une échelle limnimétrique qui a une couleur de fond uniforme, plutôt claire de manière générale. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'on ne va pas lire les graduations. On va uniquement s'en servir comme un support propre pour effectuer la détection. Par contre, les graduations vont être utiles pour calibrer. Par exemple, si les calibrations ne sont pas mis, les graduations ne sont pas mis aux normes, ne sont pas dans le référentiel du site, on va devoir se rendre sur site pour pouvoir calibrer le système avec au moins 1 ou 2 points de mesure topographique. Enfin, l'angle de la mire n'a pas d'incidence sur la mesure. Bien sûr, on va voir un petit peu les recommandations qu'on va avoir là-dessus. Jusqu'à présent, le capteur se voulait une échelle limnimétrique avec un plan unique. Maintenant, le développement et l'amélioration des algorithmes fait qu'on commence à tendre vers des technologies qui vont pouvoir se permettre de changer de mire automatiquement et donc de rendre éligibles les sites multimires. C'est pas encore industrialisé, mais ça devrait arriver bientôt sur les étagères. Voilà, donc Léo a parlé des mires et des échelles limnimétriques qui nous permettent donc de faire la détection. Il y a un deuxième paramètre qui est très important pour avoir une précision fiable de nos mesures, c'est la résolution de la caméra. Alors pourquoi la résolution de la caméra elle est importante? Parce qu'en fait, plus on va être loin de la caméra pour faire la mesure, plus cette résolution va diminuer. Donc on peut agir sur cette résolution par plusieurs biais. On peut faire un zoom avec la caméra tout simplement, mais souvent on essaye de garder la vue la plus large possible pour avoir une idée du contexte sur le site et pas juste la vue de la mire. Et donc du coup, on va pouvoir aussi jouer sur le type de modèle qu'on va utiliser. Donc par exemple, un modèle qu'on a beaucoup utilisé chez Axis, qui est un fabricant de caméras avec lequel
on a un partenariat assez étroit, nous permettent d'avoir des résolutions autour de 5 mégapixels sur ces caméras-là. Donc sur les exemples qu'on a ici, c'est le cours d'eau de l'Isère. Donc il y a une centaine de kilomètres à peu près de linéaire entre les deux sites que je présente, celui du haut qui est plutôt à l'aval et celui du bas qui est à la hauteur de Grenoble. Dans les deux cas, on a une largeur de rivière qui est approximativement d'une centaine de mètres d'une berge à l'autre, mais il y a un tout petit peu de recul sur le site du haut en plus de la caméra, donc on a 120 mètres de distance avec la mire. Et sur le deuxième site, qui est à côté de nos locaux, à Grenoble, on a une dizaine de mètres de distance à l'échelle millimétrique qu'on observe. Donc ce qu'on observe bien, c'est que quand on est à une distance éloignée d'une centaine de mètres, on se retrouve avec une résolution à l'image qui est plus faible et qui est moins bonne que celle qu'on a en bas, où là on a une résolution de l'ordre du centimètre, et on a quasiment le nez sur la mire, on va dire, et on voit bien les graduations, on voit bien ce qui se passe. Alors même si on ne lit pas les graduations, c'est toujours intéressant de les avoir à l'image et de pouvoir s'en servir à l'image pour pouvoir calibrer rapidement son dispositif et puis pour pouvoir avoir des informations supplémentaires. Du coup, l'échelle millimétrique, c'est vraiment notre support de base sur lequel on va s'appuyer pour faire les mesures de hauteur. Et il convient donc d'essayer, au moment de l'installation, d'optimiser son emplacement et de le réfléchir vraiment de manière optimale pour la mesure par caméra. Donc par exemple, on va essayer de s'affranchir de zones de remous potentiels. Là, dans l'image qu'on a à gauche, on a un petit torrent de montagne dans lequel on a disposé une mire sur un pont qui était présent. La mire peut avoir à son alentour, avec la montée de l'eau et donc le renforcement du courant, un effet un petit peu de remous d'écume qui se crée autour. Elle fait un peu un effet d'étrave et du coup on peut avoir une perturbation localement quand on atteint certaines hauteurs. Donc ça, il faut prendre ça en compte. On peut avoir un deuxième phénomène qui est le bâtillage. Donc ça, c'est un phénomène qu'on peut observer par exemple sur le site du milieu là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est à la sortie d'un pont et le flux d'eau qui va arriver, en fait, ne va pas avoir une ligne régulière, il va osciller de haut en bas assez régulièrement pendant les écoulements. Et donc, du coup, si on prend juste une seule image, on va avoir une mesure qui peut potentiellement être bruitée. Donc, on limite ce phénomène en prenant un panel de plusieurs images, comme on le fait pour les vitesses, et dans lequel on obtient une hauteur un petit peu lissée. Mais on a toujours cet effet de bâtillage qui peut être important si on ne positionne pas la mire dans un endroit qui en est un peu prémuni. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'on essaye, autant que faire se peut, de valoriser les capteurs qui sont déjà en place. Il y a des endroits où, pour certaines raisons, les contraintes d'installation d'échelle sont trop importantes. Par exemple, le site en haut à droite, où pour installer une échelle, il aurait fallu défricher sur la berge, faire l'installation d'un massif en béton et ensuite veiller à ce que la végétation ne vienne pas masquer la mire. Donc ce qui nous intéressait, c'était la hauteur du plan d'eau juste à l'amont du seuil, donc c'était trop contraignant au niveau installation d'échelle, trop coûteux aussi. Donc du coup, on a préféré utiliser le capteur en place, qui est un capteur radar qui est juste sur le pont qu'on voit au-dessus. Et en fait, c'est la hauteur de ce capteur en place qu'on va afficher dans la mire virtuelle, et elle s'affiche sur la pile de pont qui est juste à côté. Donc en fait, on utilise un capteur sur site pour pouvoir non seulement faire de la mesure après de vitesse par la suite, mais en plus pour afficher pour l'utilisateur une information de hauteur qu'il peut contrôler par l'intermédiaire de l'image dans la caméra. Une deuxième chose qu'il faut voir quand on installe une mire, et c'est valable aussi quand on veut faire de la mesure par caméra pour tout type de grandeur, c'est que en fait c'est un capteur comme un autre. Alors la caméra en elle-même ne demande pas vraiment de maintenance. Une visite une fois par an pour le nettoyage d'optique, pour s'assurer qu'il n'y a pas de détérioration du matériel, de fuite potentielle dans les coques étanches qu'il peut y avoir. On va aussi et surtout faire une maintenance de la végétation et de l'environnement de mesure. Je m'explique, les deux mires qu'on voit en bas à gauche, ce sont des mires qui sont... Alors pour celle de gauche, il y a une plante qui est en train de pousser devant, pour celle de droite, la marque noire qu'on voit, c'est pas de l'eau, en fait, c'est des dépôts de boue sur la mire. Et ces phénomènes-là, ils viennent perturber la mesure de hauteur. Là, à l'œil, on est quasiment incapable de dire sur la petite mire de droite où est le niveau d'eau.
et d'autres phénomènes comme un peu la mise en place de dépôts sur les murs, ce genre de choses peuvent venir perturber la détection. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de se prémunir de l'envahissement par la végétation de nos zones de mesure. Donc, par exemple, sur le site du milieu, on ne voit même plus la mire à cause de la pousse de cette végétation. Donc, il convient, si on veut continuer à garder une mesure cohérente, de s'affranchir de ça et de venir régulièrement faire de l'entretien. Et pareil, sur le site de droite, on a là un exemple où, pour le coup, on voit encore un petit peu la mire. Alors, tout le bas de la mire n'est plus utilisable puisqu'il y a de la végétation devant, mais surtout, on ne voit même plus les écoulements, on ne voit même plus le cours d'eau. Donc, on perd une partie de l'information. Donc, c'est un capteur comme un autre. Même si c'est par caméra, même si c'est déporté, il faut conserver un potentiel de mesure important sur son site, donc il faut l'entretenir. On va désormais passer à l'analyse pour les mesures de vitesse de surface. Donc maintenant que vous avez une vision de la hauteur, le deuxième système à partir de caméra va permettre les vitesses de surface. Donc les principaux avantages de ces technologies par rapport aux pratiques qui sont effectuées aux autres technologies, ça va être d'une part qu'on va pouvoir effectuer des jaugeages et donc aller chercher de l'information de débit de manière sécurisée. Ce qui signifie que du coup la caméra se positionne loin du cours d'eau. On peut être loin, comme sur ce site par exemple. Le second point, ça va être que du fait qu'on soit sur des mesures en temps réel, on va pouvoir construire une courbe de tarage de manière rapide. Donc pour les cas par exemple où le lit de la rivière peut bouger de manière régulière ou quand c'est un nouveau site ou qu'on a besoin d'informations de manière rapide, le fait que la caméra prenne et effectue un jaugeage à pas de temps très régulier permet de construire une courbe de tarage rapidement. Et enfin, comparé aux autres technologies en temps réel, on va faire des mesures spatialisées sur l'ensemble de la section, comme on peut le voir, ce qui va permettre d'avoir une bonne vision de l'ensemble des vitesses sur l'ensemble du cours d'eau et donc de limiter le nombre d'interventions qu'on va pouvoir effectuer pour étalonner les lois. Donc les principaux prérequis qu'il faut absolument prendre en compte pour la mesure de vitesse de surface, ça va être dans un premier temps la présence des deux berges dans l'image. La présence des deux berges dans l'image vont permettre de faciliter d'une part la calibration, vont permettre également du coup d'avoir des vitesses sur l'ensemble du cours d'eau et donc de ne pas avoir à extrapoler les vitesses. Et enfin, ces deux berges vont permettre d'avoir une vue globale du site pour le lever de doute, etc. Le deuxième point, ça va être la visibilité des structures d'écoulement en surface. Il faut savoir que une des grandes limitations de ce système et des systèmes où on va aller chercher les vitesses de surface, c'est quand nous n'avons pas de vitesse de surface. Principalement, en général, on a le cas sur des petits cours d'eau à faible pente quand on est vraiment dans les basses eaux. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur le cours d'eau en bas à droite, à partir d'un certain seuil bas, on va avoir du mal à effectuer des vitesses de surface puisque même à l'œil nu, on n'est pas capable de distinguer des écoulements. Il peut y avoir également une influence du vent qui fait que les vitesses de surface sont négatives. Donc dans ces cas-là, lorsqu'on analysera le site, on va mettre en place une stratégie dans laquelle on va ajouter un jaugeage en basse eau qui va nous permettre de consolider la courbe de tarage en basse eau lorsque la gamme de mesure de la caméra ne sera pas suffisante. Enfin, le dernier point, ça va être d'avoir la possibilité d'avoir une mesure de hauteur locale, si possible au niveau de la section, soit par l'image via une échelle millimétrique, soit par un capteur extérieur en fonction des contraintes qu'on va pouvoir rencontrer sur le site comme énoncé. Voilà, donc Léo vous a parlé de la présence des deux berges dans l'image. Je rajouterai rapidement 2-3 précisions sur ce qu'il faut avoir dans son cadrage. Il y a deux choses qu'on prend en compte pour installer une caméra quand on veut faire de la mesure de vitesse, c'est le cadrage, les zones qu'on va avoir dans l'image, et l'hydrométrie, l'hydraulique, les choses qu'on va vouloir mesurer sur le site et les choses qui vont être perturbées par les effets locaux. Donc du coup, la première chose, c'est la présence de points fixes. Alors je ne rentre pas dans les détails, il y en a quelques éléments qui sont présentés dans les premiers webinaires qu'on a fait à Tenevia. Les points fixes, ils servent à pouvoir faire une relation entre la 2D de l'image et la 3D du terrain.
pour pouvoir bien reprendre en compte tous les éléments 3D du terrain, notamment la bathymétrie et la topométrie qu'il peut y avoir sur les berges. Donc il faut ces points fixes. Ça peut être différents styles de points fixes. Ça peut être des structures transverses comme des ponts, ça peut être des murs, ça peut être des rochers, ça peut être tous les types de points fixes qu'on va pouvoir retrouver à long terme sur le site. Ça nous sert aussi à pouvoir recaler les images, c'est-à-dire quand il y a du mouvement, pouvoir retrouver la vue d'origine. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir... Alors Léon, on a parlé des 2 berges dans l'image, je rentre un peu plus dans le détail. Pourquoi il faut les 2 berges? Parce qu'on a des écoulements qui se font sur toute la largeur de la rivière. Et du coup, c'est intéressant, même en crue, de pouvoir avoir l'ensemble des écoulements pour faire une bonne mesure sur l'ensemble de la section transversale que l'on souhaite expérimenter. Et la troisième chose, et c'est ça les 2 facteurs les plus importants, c'est la localisation des écoulements dans l'image. Alors il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'on essaye d'avoir les écoulements principaux plutôt au centre de l'image. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a le moins de déformation dans l'image, c'est là qu'on a le plus de précision. Et la deuxième chose, c'est que ces écoulements principaux, là où ça coule le plus fort, c'est ceux qui sont le plus contributifs au débit. Donc c'est ceux qui vont être les plus importants à estimer. Dans l'image qu'on voit, la vidéo qui passe en bas à gauche, les écoulements principaux sont bien au centre. On a effectivement en haut de eau des moments, on le voit là en ce moment, des moments où on a de l'eau qui circule dans la partie externe de l'image et même au-delà de l'image. Donc on n'a pas l'ensemble de la section quand le niveau est relativement haut. Mais ce qu'on observe, c'est que ces écoulements sont très peu rapides, très peu contributifs au débit. Et du coup, on arrive relativement bien à extrapoler ces vitesses jusqu'à l'autre bout de la bathymétrie. La deuxième chose, c'est que ces écoulements qui doivent être plutôt au centre sont aussi perturbés quand on est à forte distance par un effet de perspective. Donc plus on est loin, plus la taille des pixels est grande, moins on est précis et surtout plus on a de mal à retrouver des éléments flottants sur la rivière. Donc du coup on est un peu moins précis. Sur l'exemple de l'Isère à droite, là, on voit bien qu'en bout d'image, la taille du grain qu'on va pouvoir analyser, elle est plus faible. Donc ce qui est aussi important, c'est de prendre en compte la hauteur de la caméra. Plus on va élever cette caméra, ce qui est le cas à gauche, hein, elle est relativement haute par rapport au cours d'eau, on a une vue plongeante, on garde une bonne précision même loin. C'est moins le cas sur l'image de droite où là on est assez plongeant et du coup on a un effet de perspective qui fait que la précision est moindre sur l'autre rive de l'image. Donc au niveau du cadrage, on a ces éléments-là qui sont importants au niveau algorithmique. Au niveau hydrométrique, le cadrage est important aussi parce qu'on va utiliser la mesure de hauteur qu'on a soit fait par caméra, soit obtenue par un capteur externe. On va utiliser cette hauteur pour généraliser la hauteur de la surface du plan d'eau. Donc, il est important d'avoir une mesure de hauteur à proximité de la zone qu'on veut mesurer. On ne va pas mesurer la zone, par exemple, la zone qui est complètement à gauche de l'image, avec la hauteur qu'on va obtenir depuis soit l'échelle du pont, soit le radar qui est situé sur le pont. On va plutôt essayer d'avoir un profil qui se rapproche du pont. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter les variations rapides des sections. Une bonne idée à avoir en tête, c'est que si on se pose la question en arrivant sur un site, est-ce que je jaugerais ici avec un ADCP ou avec une perche? Est-ce que ça serait pertinent? Si on se pose déjà cette question, c'est que le site n'est pas forcément adapté à la mesure par caméra. Alors on va essayer de trouver une autre solution pour orienter la caméra, pour faire la mesure. Là par exemple, on a 2 exemples de sites où il y a des variations importantes de la section, juste au niveau de l'endroit où on mesure. Donc à gauche, on a la sortie d'un canal avec un virage qui fait gauche-droite et puis des berges qui se transforment, qui sont plus bétonnées mais qui sont en terre et donc du coup qui sont un peu plus instables, qui amènent un peu de la perturbation. Donc là on a réussi à trouver au ras de l'image une zone où on est relativement peu perturbé par ces effets et qui reste pertinente pour la mesure de vitesse. Le deuxième exemple en bas à droite, c'est un endroit où là, clairement, on a la perturbation du mur qui fait qu'il va rediriger les écoulements vers la gauche, vers la veine principale, et du coup, dans une zone comme ça, on n'aura pas forcément des bonnes vitesses. D'ailleurs, on ne fait pas de vitesse sur ce site. Ce n'est pas la zone la plus pertinente qu'on va trouver. On utilisera plutôt une caméra un peu plus en aval, là où les écoulements sont beaucoup plus développés. Et puis la troisième chose, c'est qu'on essaie de choisir des sections dans lesquelles on a peu de perturbations par des phénomènes extérieurs, alors des blocs rocheux, des berges qui peuvent être un peu plus végétalisées, ce genre de choses. Ou alors, on essaye de s'éloigner des piles de pont. Par exemple, sur l'image de droite, en bas,
On a une grosse influence des piles de pont, on a de la turbulence, on a le sillage de la pile qui se marque assez loin. Si on va faire de la mesure à cet endroit-là, les mesures de vitesse de surface, elles ne vont pas être forcément représentatives de ce qui se passe dans le fond de la rivière. Donc pour le coup, on va échantillonner, c'est vrai, des vitesses, on ne va pas avoir de mal à échantillonner des vitesses, à avoir des vitesses sur ces zones-là. Par contre, elles ne seront pas pertinentes dans le calcul du débit. Donc on va plutôt se décaler vers l'aval et on va essayer d'utiliser des vitesses plus régulières, plus marquantes de ce qui se passe en profondeur dans la vitesse. Et du coup, on va plutôt utiliser la partie qui est vers l'éperon rocheux qu'on voit en bout, et où là, on a des vitesses qui sont plus régulières et qu'on va pouvoir extrapoler alors par les différentes loi de coefficient de vitesse et différentes mesures de calcul qu'on peut utiliser dans nos algorithmes et qui nous amènent au débit. Voilà, donc maintenant que vous avez une vision des différents prérequis et de ce qu'on va aller regarder lorsqu'on va étudier un site, on va rapidement évoquer comment est-ce que nous on fonctionne. Donc nous on fonctionne par ce qu'on appelle une étude de site qui est possible d'être réalisée à distance ou sur le terrain. Donc il y a différents avantages et inconvénients pour les deux cas de figure. Globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ça vaut le coup qu'on se déplace sur le terrain on connaît pas forcément le site, mais plutôt qu'on a identifié une zone. Lorsqu'il n'y a pas eu d'activité hydrométrique sur ce site ou qu'on s'est jamais posé ces questions-là, ou enfin lorsqu'il y a plusieurs sites et qu'on peut mutualiser un déplacement et le terrain. On va dire que l'étude de site à distance est plutôt utilisée dans des cas de figure où c'est relativement simple et pour gagner du temps. Sachant que l'objectif de ces deux études, ça va être de s'assurer de la précision de la mesure. Donc on a parlé des différentes limitations à la fois pour la hauteur avec les contraintes d'installation que peuvent être évoquées par l'installation d'une mire. Pour la partie vitesse de surface, on va s'assurer de la précision et notamment lorsqu'on est le moins bon en très basse eau, lorsqu'on a un effet miroir ou très peu d'écoulement de surface. Donc on va s'assurer de la précision et on va mettre en place une stratégie pour parer à ça, sachant que c'est des capteurs qui couvrent quand même une gamme de mesures très importante. Le deuxième point, ça va être se projeter sur l'installation. Et donc là, une fois que l'étude de site est terminée, on aura commencé à, on va dire, mâcher le travail pour nos partenaires installateurs, mais en identifiant différents points d'énergie, transmission, etc. Mais on va se projeter sur l'installation en récoltant tous les éléments qui permettront de chiffrer et de déterminer concrètement comment avancer sur le projet. Sachant que cet équilibre entre assurer une bonne qualité de mesure et parer aux contraintes d'installation est pas toujours évident à trouver, mais c'est notre métier de le faire. Et enfin, on va adapter le matériel. Donc on parlait de résolution qui est notamment très critique pour la mesure de hauteur. On ne va pas utiliser les mêmes caméras suivant si on va effectuer hauteur, vitesse débit ou les deux. On ne va pas utiliser les mêmes caméras en fonction de la taille du site, de sa configuration. Donc on va adapter le matériel grâce à ces différents éléments. Donc l'étude de site à distance, comment ça se passe? Généralement, on vous demande de nous envoyer des vidéos pour analyser les écoulements. Si ces vidéos-là, elles respectent les différents prérequis pour la vitesse notamment, c'est super. Donc qu'elles aient les deux berges et qu'elles soient à peu près sur au moins une des deux berges sur lesquelles vous avez identifié des possibilités d'installation. On va vous demander des coordonnées GPS pour pouvoir se projeter d'un rapport aux distances pour notamment adapter le matériel. On va vous demander quelques images pour avoir une vision pour visualiser le site de manière plus globale, etc. Et enfin, on va demander quelles sont les pratiques ou les capteurs qui sont déjà sur site pour voir comment est-ce qu'on peut les valoriser, soit en les inscrivant dans l'image ou en utilisant cette mesure de hauteur lorsque c'est pas forcément pertinent de faire la mesure de hauteur et qu'on est surtout intéressé par les vitesses, etc. Donc une fois qu'on a récolté ces éléments, on vous fait un retour par email ou par téléphone et on voit comment est-ce qu'on peut avancer sur le projet au vu de la pertinence des éléments qu'on vous aura apportés. Alors au niveau de la méthodologie terrain, en fait, ce qui différencie vraiment avec la méthode précédente présentée par Léo, c'est que quand on vient sur le terrain, en général, on a plusieurs sites, on essaie surtout de recontextualiser dans votre manière de faire de la mesure. C'est-à-dire qu'on est
là pour essayer de trouver la meilleure option, le meilleur compromis, et souvent il y a plusieurs sites qui sont en jeu, donc on va essayer d'adapter un peu les stratégies, en fonction de si on veut faire le laitiage, on ne va pas forcément proposer de la caméra, on va rajouter du jaugeage, etc. Donc on essaye de prendre connaissance de la manière dont vous fonctionnez sur les sites, s'il y en a déjà qui sont équipés, donc vos sections de mesure, les endroits où il y a des capteurs. Ce qu'on regarde aussi, c'est comment on va pouvoir se projeter dans le futur en installant du matériel. Est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce qu'il y a du réseau? Est-ce qu'il y a des capteurs présents qu'on peut déjà utiliser? Est-ce que vous réalisez des jaugeages? Quelles sont les sections? Et on essaye de prendre en compte les particularités hydrauliques qui sont plus importantes en fait à prendre en compte sur certains sites qu'on va pouvoir venir observer. Donc deux exemples rapides, deux exemples d'installation qu'on a pu proposer à des clients. Donc une option, alors celle de gauche c'est à l'aval avec la section qu'ils jaugeaient en temps réel avec soit des ADCP, soit des radars de vitesse, et la section à l'amont sur laquelle ils avaient la hauteur, mais sur lequel ils ne faisaient pas de mesure de vitesse. Alors pour la petite histoire, on a fini par choisir la section amont parce qu'on avait une hauteur dans l'image, ça permettait aussi un contrôle, une redondance des capteurs, et on a fait de la mesure sur la partie amont. On spécifie les mesures, donc ça c'est quelque chose, on va un peu plus loin, on vient sur le terrain, on prend des mesures en 3D, de manière à avoir des informations sur les distances, sur les résolutions qu'on va avoir au niveau des échelles millimétriques, au niveau des résolutions des vitesses sur les différentes sections qu'on va vouloir instrumenter. Donc on va plus loin dans ces pressions-là, sur les angles de caméra qu'il faut utiliser au niveau de la largeur et de l'angle rasant dont on parlait tout à l'heure sur la rivière. Et puis une fois qu'on a spécifié ces mesures, on va pouvoir vous proposer des options d'installation avec des critères qui sont notés et qui nous permettent de rapidement décider à l'aide de diagrammes assez simples si une installation est pertinente ou pas. Et on recontextualise l'ensemble de ces informations dans un petit rapport et surtout dans vos manières de mesurer. Souvent, on essaye aussi de mettre beaucoup d'images et des captures d'écran de ce qu'il faudrait prendre si par exemple vous avez envie de faire du jaugeage mobile sur une crue, comme en parlera Léo juste après. C'est ça, donc on terminera, parce qu'on est en train d'un petit peu dépasser le temps également qu'on s'était donné. Donc on terminera ce webinaire par sensibiliser sur un aspect. Donc on a beaucoup parlé de caméras fixes et de mesures à partir de caméras, sachant que les technologies vidéo nous permettent d'être flexibles là-dessus, en utilisant des dispositifs également mobiles, comme par exemple un appareil photo ou un smartphone. Donc les deux ont des avantages et des inconvénients qui sont à prendre en compte. Globalement, sur les prérequis et les contraintes, on va être sur la même longueur d'onde, les deux berges, etc. En revanche, ce qui fait la principale différence, ça va faire que dans un cas caméra, on va installer une station hydrométrique complète. Donc qui va nécessiter l'énergie, la transmission, des questions qu'on se pose également lors de l'étude de site, donc qui vont mettre en place des coûts plus importants. Par contre, on aura une station en temps réel, la possibilité d'envoyer des alertes, etc. Si on est intéressé par uniquement la mesure et le suivi de débit, on peut opter pour ce dispositif mobile. Donc là, pour le coup, on n'a ni besoin de transmission ni besoin d'énergie, on va juste faire des prises d'image régulières d'à peu près du même point de vue. Les principales contraintes qu'on va avoir sur le dispositif mobile, ça va être de limiter au plus les mouvements qu'on pourra avoir en utilisant un trépied notamment. Donc rapidement, nous on a sourcé différents types de matériel. Historiquement, on travaille beaucoup avec le matériel de la société Axis, initialement pour tout ce qui était optique, tout ce qui était possibilités techniques qui nous offrait au niveau de la qualité de l'image, qui faisait que le capteur était moins sensible à tout ce qui était ombre, soleil, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on a des capteurs qui sont vraiment robustes puisqu'on a adapté les algorithmes à ces systèmes. Donc on en a sourcé 3 qu'on va adapter en fonction des tailles des sites. De l'énergie qu'on va pouvoir trouver sur place, sachant que Axis nous permet d'avoir une gamme de caméras qui est très importante qu'on pourra aussi trouver pour des besoins plus spécifiques. Pour la partie prise d'image, l'aspect important c'est le trépied.
Étant donné qu'on ne va pas effectuer de la mesure de hauteur lorsqu'on est sur des jaugeages ponctuels à partir de dispositifs mobiles, la résolution elle va être importante, mais les prérequis initialement dessinés et les contraintes pour la vitesse de surface vont être encore plus importantes. Donc on va pouvoir utiliser appareil photo, smartphone et après traiter ces informations sur des logiciels annexes. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc pour conclure, on dirait que on vous a présenté vraiment les cas idéaux avec il y a toujours des adaptations aux réalités du terrain. Une des forces qu'on a au sein de la société, c'est qu'on a vu des quantités de sites importantes et que on a développé les algorithmes en fonction et que on va s'adapter aux réalités terrain, aux réalités d'accès à l'énergie, de comment mettre en place ces différentes solutions, etc. Donc si vous vous posez des questions sur ces sites, on a un regard assez partiel, on n'hésite pas à recommander d'autres solutions, par exemple pour la mesure de hauteur, pour les vitesses de surface et débit, utiliser d'autres outils. On a vraiment la vision que c'est des outils qui viennent complémenter l'arsenal qu'il y a déjà, et on a fait en sorte que ce soit interopérable avec tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment notre rôle de trouver ce compromis entre l'installation optimale et la mesure optimale lorsqu'on se pose ces questions sur un site. On va passer à la phase de questions-réponses. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Donc on a déjà des questions dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer par email à cette adresse si vous avez des questions et que vous n'avez pas pu vous connecter sur YouTube. On va commencer à y répondre. Donc on a une première question sur comment les vitesses en profondeur sont prises en compte pour le calcul du débit. Tu veux y répondre peut-être Thierry? Oui, alors j'ai déjà partiellement abordé la question au moment de la présentation. Donc en fait, on mesure effectivement les vitesses de surface sur une section transversale qui a été calibrée à l'avance ou qui peut être calibrée après. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail de la topométrie 3D qu'on va pouvoir mettre en place, mais ces sections qui sont déjà mises en place et qui sont mesurées vont nous permettre de pouvoir placer les vitesses au bon endroit sur la rivière avec une cohérence avec la bathymétrie qu'on va avoir. Et donc du coup, les vitesses de surface sont ensuite extrapolées en profondeur, alors par différents types de méthodes. On en a quelques-unes qui sont développées spécifiquement dans nos algorithmes de calcul, mais très souvent, on en revient à donner une valeur qui est plus généralement utilisée avec les coefficients de vitesse, et en particulier le coefficient de vitesse égal à 0,85 pour la diminution des vitesses en profondeur. Donc on utilise très souvent cette méthode-là, il y a toujours une estimation de débit qui est fournie avec cette valeur-là. Ça permet d'avoir une sorte de référence parce que c'est celle qui nous est le plus souvent demandée, mais elles peuvent évoluer en fonction aussi de certains besoins. J'en profite pour dire qu'il peut nous arriver en fonction des sites, c'est le cas sur certains dont j'ai présenté les images tout à l'heure, de ne pas avoir la même section de mesure en fonction de la hauteur de la rivière. Là, je vais un peu trop dans le détail au niveau hydrométrique, mais ça peut nous arriver d'adapter l'endroit où on fait de la mesure en fonction de la hauteur. Deuxième question, du coup, concernant la consommation électrique des caméras fixes, est-il forcément nécessaire d'avoir une alimentation secteur, possibilité d'une solution autonome, panneaux solaires, batterie de soutien? Donc nous, l'idée c'est qu'on va vraiment s'appuyer sur le marché de la vidéosurveillance qui est très développé. Les applications de monitoring environnemental sont une très petite partie des applications qu'on va avoir. Donc on a des installations qui sont complètement autonomes. Donc sur l'énergie, il y a tout ce qui est solaire. Il y a la possibilité également de mettre des petites éoliennes en fonction de où on est. Ça sera plus le travail de nos partenaires installateurs d'adapter et de dimensionner des panneaux solaires en fonction. Quoi qu'il arrive, on met toujours en place des batteries de soutien. La plupart du temps, du moins quand on est sur la partie inondation, même si on est alimenté sur secteur, c'est dans la plupart des cas, on va mettre des batteries de soutien qui vont permettre de subvenir aux besoins de la caméra en cas de perte d'énergie. Donc généralement, ces batteries elles peuvent survenir aux besoins 24 heures, 48 heures en fonction. Je complète juste la réponse de Léo en disant que alors ça s'applique effectivement aux sites qui sont vraiment très isolés. Il y a une partie des sites qui peut être aussi
En ville, alors on n'a pas forcément accès à l'électricité, par contre souvent on a accès à l'éclairage public, au réseau d'éclairage public. On a un certain nombre de sites qui sont alimentés en fait la nuit sur l'éclairage public, qui stockent en même temps dans une batterie et qui de jour fonctionnent sur la batterie. Et du coup ça permet de se servir de cette alimentation électrique là tout en ayant une batterie de secours qui tient environ 48 heures avec le projecteur infrarouge branché dessus. Et du coup, c'est aussi une manière alternative de faire. On n'est pas obligé d'avoir une ligne dédiée au niveau électrique pour installer sa caméra. Prochaine question, lorsqu'il y a un écart en temps important entre deux levées topographiques, quelle serait la précision du calcul de débit si on est en présence d'une rivière qui change beaucoup? Donc si le lit de la rivière a changé au cours d'une crue, il faudra mettre à jour la bathymétrie et les informations qu'on aura. Et donc les informations de débit seront conservées. En revanche, on va du coup, c'est un peu l'un des principaux intérêts aussi de pouvoir construire une courbe de tarage rapidement. Lorsqu'il y a des fortes mouvances du lit, il faudra simplement mettre à jour la bathymétrie, soit par quelques points topographiques si on est à sec, soit par un jaugeage ADCP ou perche, qui nous permettra ensuite de mettre à jour la calibration. On a un certain nombre de sites sur lesquels on fait une maintenance annuelle. Et quand je parle de maintenance annuelle, outre la vérification de la caméra, la végétation, on fait aussi un jaugeage, notamment en base eau, pour vérifier qu'on est toujours cohérent et pour reprendre une mesure de bathymétrie une fois par an. On a une question qui est venue par mail. Comment se passent les mesures de nuit? Donc c'est une très bonne question auquel on répond souvent. Globalement, vous avez compris donc que les limitations sont quand la caméra n'est pas capable de définir et d'observer des vitesses de surface. Donc globalement, la nuit, ça va vraiment être très dépendant des sites. Pour les mesures de hauteur, il n'y a pas de problème. Le projecteur infrarouge et l'effet de la mire, c'est aussi pourquoi on utilise des mires qui sont plutôt claires, parce que du coup le projecteur infrarouge nous permet d'avoir une détection robuste la nuit. Pour la nuit, au niveau des vitesses de surface, c'est plus compliqué. Ça va vraiment être dépendant des sites. Il y a des sites sur lesquels, notamment, on est sur des zones urbanisées, auxquelles on a un peu d'éclairage ambiant. On va pouvoir trouver des vecteurs de vitesse. En revanche, si on est perdu dans la nature et qu'on a juste un projecteur infrarouge, ça va être un petit peu compliqué. Donc on a différentes solutions pour parer à ça, mais ça fait partie des limitations principales du système. Voilà, les caméras actuelles sont en train de beaucoup progresser sur la vision nocturne. On peut faire aussi appel à de l'éclairage déporté qui est en lumière visible pour le coup. Alors, il y a des conditions de sécurité qu'il faut respecter, donc on ne le pousse pas forcément, c'est vraiment réservé à certaines choses très particulières, mais on a une amélioration sur ces choses-là. Pour l'instant, ça reste une limitation du capteur, mais on avance sur ces choses-là. Par exemple, l'utilisation de lumière blanche, on ne le fait pas forcément en temps réel lorsqu'on est sur des stations hydrométriques, parce que généralement on est proche de routes où il y a des habitations, et donc s'il y a un gros flash qui s'éclaire toutes les 5 minutes, ça peut poser problème. En revanche, lorsqu'on fait des mesures ponctuelles via dispositif mobile, utiliser des bonnes lampes, on a sourcé également du coup du matériel pour ce genre d'application, ça peut suffire à avoir des bonnes vitesses de surface. Prochaine question du coup sur l'idée du coût moyen pour l'installation d'une station, donc complète avec caméra fixe. Donc autant pour vous donner un coût des capteurs, du matériel qu'on va pouvoir faire, c'est relativement simple, ça bouge pas trop. En revanche, pour la partie installation, c'est très très dépendant des sites. On va avoir une fourchette qui est assez large, puisque ça va dépendre de l'accès à l'énergie, de quel type de transmission, est-ce que l'installation d'une échelle millimétrique est aisée via la structure qu'on va pouvoir trouver du type une pile de pont, un mur ou autre. Donc ça va vraiment être dépendant. Le mieux c'est de nous envoyer quelques images dès qu'on commence à solliciter nos partenaires installateurs pour avoir une idée et pour chiffrer sur mesure ces projets. Est-il possible de consulter les prises de vue en temps réel, définir des niveaux d'alerte au-delà desquels nous pourrions être alertés par SMS? Alors oui, bien sûr. Donc il y a différentes manières de superviser les systèmes. Soit on va utiliser son propre superviseur. Donc généralement, si on a déjà un parc de stations, les caméras vont être
vont s'adapter au mode au protocole de communication qu'on va utiliser et du coup on pourra mettre en place. Si les caméras, si le superviseur que vous avez ne prend pas en compte l'image, prendra au moins en compte la mesure. Pour l'image, on propose également un accès à notre superviseur qui a été développé pour globalement ce genre d'application. Et donc, généralement, en fonction du pas de temps, on va avoir une image de levée de doute en temps réel, pas de temps 5 minutes, 10 minutes à la journée en fonction. Et après, les alertes seront envoyées à partir de ces superviseurs-là. La caméra n'envoie pas par elle-même encore les alertes, donc soit par les superviseurs, soit également par les stations d'acquisition qu'on pourra trouver sur site, puisque les caméras sont également capables de communiquer avec la plupart des stations d'acquisition qui sont récentes. Voilà, donc on arrive à la fin, rien d'existant à ce stade, d'existant en termes de supervision. Globalement, ce qu'on rencontre la plupart du temps, c'est que nos utilisateurs ont déjà un mode de supervision, mais qui est habitué à recevoir des informations numériques. Donc on pousse les informations numériques sur leur superviseur et on propose un accès au nôtre pour superviser les images. Il y a également la possibilité simplement de se connecter à un FTP pour, lorsqu'on a besoin, avoir des images. On arrive du coup sur, on a un peu dépassé notre temps sur la présentation, mais les questions ont été là. Donc on arrive à la fin de ce système. On va répondre peut-être à une dernière question. Y a-t-il possibilité de transmettre en différé les débits calculés avant les images? Tu veux peut-être répondre à celle-là, Thierry? Alors les débits en différé, oui, de toute façon on fait ce genre de choses régulièrement. Souvent on stocke les images dans une caméra et on vient traiter les débits après les événements. C'est-à-dire si par exemple vous avez un site qui est isolé sur lequel il n'y a pas de télétransmission, c'est toujours pareil. L'idée c'est d'avoir l'image et une fois qu'on a l'image on va pouvoir en faire ce qu'on veut au moment où on voudra. On peut tout à fait réutiliser les enregistrements de cette caméra pour aller recalculer les débits et les retransmettre après coup à partir de ces images-là. C'est ça. Et pour terminer, du coup, je repense aux aspects mesure de nuit et lorsqu'on a très peu de grains sur l'image et d'écoulement. Quoi qu'il arrive, on fournira toujours une information de débit. Alors si bien sûr la loi de tarage nous le permet, on offrira une information de débit tarée. Globalement, généralement, le capteur fournit toujours le débit qui est taré via la courbe de tarage qui a été effectuée grâce à la première crue par exemple, aux mesures qui ont été faites en temps réel ou en temps différé. Et on va toujours du coup fournir une information tarée et une information calculée dans le système pour que à l'étiage on ait toujours des informations lorsqu'on est à la limite du système et pour également la nuit si on n'a pas de possibilité d'effectuer de bonnes mesures. Donc on peut clôturer là-dessus. On espère que ça vous a plu. On vous enverra le lien de rediffusion prochainement. Et donc on vous souhaite une excellente journée et encore merci d'avoir participé à ce webinaire sur les recommandations d'un site. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'éléments. Vous avez nos coordonnées.